Alors, je voulais partager avec vous cette conversation très intéressante que j'ai eue avec ChatGPT concernant la nocivité de la viande rouge, parce que j'étais en train de lire des études sur différentes maladies intestinales et notamment au niveau du côlon. Et quand on lit des études sur ce sujet-là, on a toujours comme l'une des causes principales des maladies du côlon la viande rouge, la consommation de viande rouge. Alors donc, j'ai demandé à ChatGPT par quel mécanisme précis la viande rouge non transformée, je précise parce que justement dans une étude il parlait de viande rouge non transformée qui est même plus nocive pour le côlon que la viande rouge transformée. Donc j'ai demandé à ChatGPT par quel mécanisme précis la viande rouge non transformée est-elle nocive pour la santé du côlon. Alors à savoir que ChatGPT, ses sources, ça va être des sources très variées sur Internet qui incluent notamment des études. Donc tout ce qui va nous sortir là, c'est des choses qu'on peut trouver dans les études. Comme je vous dis, moi je suis allée demander des précisions comme ça à ChatGPT parce que je lisais plusieurs études qui répétaient que la viande rouge c'était nocif pour le côlon. Donc il nous explique, la consommation excessive de viande rouge non transformée est associée à un risque accru de cancer colorectal et d'autres pathologies du côlon. Plusieurs mécanismes sont impliqués. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir le dénouement, le déroulement de son argumentation qui va qui va à 180 degrés. Mais donc en numéro 1, formation de composés toxiques dans l'intestin. Les amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Lors de la cuisson à haute température, grill, barbecue, friture, ces composés sont génotoxiques et mutagènes, favorisant les mutations de l'ADN des cellules du côlon. Par quel mécanisme? Par une activation par les enzymes du foie. Ça provoque une création d'adduits à l'ADN et mutation et instabilité génomique. Les nitrosamines et N-nitrosocomposés, ils sont formés dans l'estomac et l'intestin à partir des amines de la viande et des nitrites issus de la digestion. Donc ça, effectivement, ce point précis aussi, je l'avais trouvé dans une étude il y a quelques temps qui disait exactement ça. Donc je lui fais confiance dans ce qu'il me dit. Là, c'est effectivement des choses que j'ai lues dans différentes études. Quels sont les effets cancérogènes directs, induisant des mutations et un stress oxydatif dans le côlon? Et on a aussi les aldéhydes toxiques qui sont produites lors de la cuisson et de l'oxydation des graisses de la viande. Quels en sont les effets? Stress oxydatif, inflammation, dommages aux cellules intestinales. En numéro 2, donc la viande est nocive par le métabolisme des protéines et production de métabolites toxiques. Production d'ammoniac et de métabolites putréfactifs. La viande est riche en protéines et pauvre en fibres, favorisant la fermentation protéique dans le côlon. Les produits toxiques, on a de l'ammoniac, ça altère la barrière intestinale et favorise l'inflammation. On a les indoles, phénols, sulfure d'hydrogène qui perturbent l'équilibre du microbiote et augmentent l'inflammation. Le fer héminique et le stress oxydatif qui sont aussi nocifs pour le côlon. Pourquoi? Parce que la viande rouge contient du fer héminique qui est plus biodisponible que le fer non héminique. Quels sont ses effets nocifs? Catalyse la formation de radicaux libres, favorise la peroxydation lipidique qui provoque des dommages aux cellules et à l'ADN du côlon, augmente la production de N-nitrisocomposés dans l'intestin. Troisièmement, la viande est nocive pour le côlon à cause de ses effets sur le microbiote intestinal et l'inflammation. Ça provoque une dysbiose et une croissance de bactéries pro-inflammatoires. Une alimentation riche en viande rouge favorise la croissance de bactéries putréfactives. Cela entraîne une production accrue de métabolites toxiques et une inflammation chronique du côlon. Réduction des acides gras à chaîne courte, protecteur. Une alimentation faible en fibres réduit la production d'acide butyrique. Un AGCC, un acide gras à chaîne courte, anti-inflammatoire, essentiel à l'intégrité de la muqueuse intestinale. Et enfin, l'impact sur le cycle cellulaire et le développement du cancer. Hyperprolifération des cellules du côlon, l'exposition chronique aux toxines de la viande rouge stimule la division cellulaire, augmentant le risque d'accumulation de mutations et de formation de tumeurs. Mutation et suppression des gènes suppresseurs tumoraux. Exposition aux N-nitrosocomposés. Mutation dans les gènes APC, P53 et CRAS impliqués dans le cancer colorectal. Conclusion, la viande rouge doit être consommée avec modération. Si une consommation occasionnelle et modérée ne pose pas de problème majeur, une consommation excessive, c'est-à-dire plus de 100 grammes par jour, que je trouve personnellement pas excessif du tout, moi j'en consomme largement plus. Donc plus de 100 grammes par jour favorise l'inflammation, le stress oxydatif et la carcinogénèse du côlon via plusieurs mécanismes. Comment réduire les risques? Limiter la cuisson à haute température, associer
la viande a des légumes riches en antioxydants et en fibres, réduire la consommation de viande rouge 2 à 3 fois par semaine et privilégier les sources de protéines végétales, éviter les viandes transformées, charcuterie, saucisses, encore plus nocives. Ainsi, une alimentation équilibrée et variée est la clé pour limiter l'impact négatif de la viande rouge sur la santé du côlon. Voilà, donc une personne lambda qui pose la même question que j'ai posée à ChatGPT, donc en quoi la viande rouge non transformée est nocive pour la santé du côlon, ChatGPT nous prouve par A plus B que oui, effectivement, la consommation de viande rouge est nocive pour la santé du côlon, même quand elle n'est pas transformée. Et puis, encore une fois, je jette pas la pierre à ChatGPT parce que ce sont des arguments que j'ai vus dans beaucoup d'études que j'ai lues à ce sujet. Donc, il ne fait que répéter ce qui se trouve dans les études. Alors, moi, je lui ai posé du coup cette question-là. Est-ce que les personnes suivant une alimentation carnivore, c'est-à-dire seulement des produits animaux et pas de produits végétaux, sont particulièrement touchées par les maladies du côlon ? Il me dit, les personnes suivant une alimentation carnivore pourraient théoriquement être plus à risque de maladies du côlon, mais qu'en gros, il y a très peu d'études sur ces personnes-là, parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on a cette mode du régime carnivore. Donc là, il va nous dire à nouveau qu'effectivement, il peut y avoir tous les problèmes dont il nous a parlé précédemment, que ça peut inflammer les intestins par tout ce qu'il nous a expliqué juste avant. Et là, ce qui est intéressant, il nous dit controverse et contre-argument des adeptes du régime carnivore. Les partisans du régime carnivore avancent certains arguments en faveur d'une bonne santé intestinale, mais ces points restent à confirmer scientifiquement. Moins d'aliments pro-inflammatoires, point d'interrogation. Il souligne que certains végétaux contiennent des antinutriments, lectines, oxalates, qui pourraient être irritants pour l'intestin. Petite parenthèse, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Je mettrai les liens sur les lectines, oxalates, je mettrai les liens sous cette vidéo si ça vous intéresse. Cependant, ces substances ne sont problématiques que chez les personnes ayant des sensibilités spécifiques. Je suis d'accord avec ChatGPT. Moins de pics glycémiques et d'inflammation systémique. Là, ça commence à devenir intéressant. Un régime sans glucides évite l'hyperinsulinémie et les pics de glycémie, réduisant l'inflammation systémique. Mais cela ne compense pas nécessairement l'effet pro-inflammatoire des toxines issues de protéines animales. D'accord, on va lui reposer des questions après. Certains carnivores consomment du collagène et des abats riches en glycine. La glycine, présente dans la gélatine et le bouillon d'os, pourrait protéger la muqueuse intestinale. Intéressant, parce que moi, ça fait partie des choses que je conseille, de consommer des bouillons d'os. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. Pareil, je mettrai les liens sous cette vidéo. Mais elle ne remplace pas les acides gras à chaîne courte produits par la fermentation des fibres. Conclusion, risque probable, mais manque d'études à long terme. Ok, alors moi je lui pose la question, mais les protéines animales sont digérées au niveau de l'estomac et absorbées au niveau de l'intestin grêle, parce que plusieurs fois il revient sur le fait que là où la consommation de viande est très nocive, tu sais que les protéines de la viande que l'on mange se retrouvent dans le côlon et vont fermenter ces protéines et produire donc des toxines. Donc je lui dis, mais les protéines animales sont digérées au niveau de l'estomac et absorbées au niveau de l'intestin grêle. Il y a donc très peu, voire pas de protéines animales qui arrivent dans le côlon et qui seraient fermentées par les bactéries du côlon. Il nous dit, tu as raison de souligner que la majorité des protéines animales sont digérées dans l'estomac et absorbées sous forme d'acides aminés dans l'intestin grêle. Cependant, une fraction non négligeable de protéines et de peptides non digérés peut atteindre le côlon, où elle subit un métabolisme bactérien pouvant avoir des effets négatifs sur la santé intestinale. Voici les principaux mécanismes expliquant pourquoi une alimentation exclusivement carnivore peut tout de même influencer le microbiote colique et la santé du côlon. Voilà, une partie des protéines échappe à la digestion dans l'intestin grêle. Facteur influençant la digestibilité des protéines animales, type de protéines. Certaines protéines animales sont plus résistantes à la digestion, collagène, élastine dans les viandes dures. Ça, c'est vrai, voilà, il va y avoir une petite partie des viandes que vous consommez qui ne vont pas être entièrement digérées dans l'intestin grêle, et effectivement ça va être principalement du collagène ou de l'élastine comme ils nous disent ici, qui vont se retrouver dans le côlon et donc dans nos selles. Le mode de cuisson, la cuisson à haute température peut rendre certaines protéines plus difficiles à hydrolyser par les enzymes digestives. Effectivement, ça c'est aussi un point important dont on va en reparler à la fin. Quantité ingérée, un excès de protéines dépasse les capacités d'absorption de l'intestin grêle, entraînant une augmentation du rejet de protéines dans le côlon. Résultat, une fraction des protéines non digérées atteint le côlon et est métabolisée par les bactéries intestinales. Donc les conséquences, augmentation du stress oxydatif, des dommages à l'ADN, des cellules du côlon, inflammation chronique, augmentation du risque de cancer colorectal. Encore une fois, tout ça, on le retrouve dans les études. Comme je vous le dis, je l'ai vu dans plusieurs études. Donc il nous dit que la consommation de viande cause une altération du microbiote intestinal, c'est-à-dire une dysbiose. Ça c'est intéressant aussi parce que
Bah voilà, on sait que quand on a une dysbiose intestinale, il vaut mieux éviter le sucre. Par contre, vous pouvez manger des produits animaux et des légumes peu riches en sucre pour limiter donc cette dysbiose. Donc j'en parle dans beaucoup de vidéos et c'est vrai qu'on ne va pas dire aux personnes qui ont des dysbioses intestinales d'éviter la viande. Pourtant, là, il nous dit ça. Et c'est vrai que quand on regarde les études, on voit que le plus important pour un bon microbiote intestinal, c'est la consommation de fibres, puisque les bactéries vont consommer ces fibres et fabriquer des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui protège l'intestin. Voilà. Mais entre ce qu'on voit dans les études et la réalité, il peut y avoir tout un monde, et c'est encore pour ça que je fais cette vidéo. Donc là, encore une fois, ChatGPT s'en tient à ce qu'on peut trouver dans les études sur Internet. Ensuite, on a un impact sur le transit intestinal, parce que si on ne mange pas de fibres, on peut être constipé, et donc il peut y avoir encore plus de fermentation, puisque ça stagne au niveau du côlon. Pourtant, justement, comme je le disais, quand on mange quand on mange des protéines, la plupart des protéines sont digérées et absorbées bien avant le côlon. Donc, ChatGPT me dit qu'il n'est pas vraiment d'accord avec moi, il l'est en partie, mais il y a quand même certaines protéines qui arrivent dans le côlon. Oui, d'accord, mais justement, on a tellement peu de déchets en mangeant que de la viande, que des produits animaux, qu'en fait, il y a très peu de choses qui vont réellement fermenter dans le côlon. Et il suffit encore une fois de voir, comme je vous dis, il y a un monde entre les études et la réalité. Il y a un monde entre les études et votre expérience personnelle et l'expérience de nos ancêtres. C'est pour ça que c'est tout le temps quelque chose que je répète dans plein de vidéos. Il ne faut pas se fier qu'aux études pour vous faire une idée juste de la réalité, de différentes choses dans le domaine de la santé, notamment dans l'alimentation. Typiquement, manger 100% carnivore. Est-ce que vous allez péter toute la journée? Non. Moi, je vous dis, la plupart des gens qui mangent 100% carnivore, d'un coup, ils ont plus de ballonnement, ils ont le ventre plat, ils ont plus de gaz. Donc, ChatGPT, il est bien gentil à nous répéter ce que disent les études. Mais encore une fois, essayez, faites le test pendant plusieurs jours de ne manger que des produits animaux et vous allez voir, à moins que vous ayez un problème de digestion au niveau de l'estomac ou de l'intestin grêle, là, ce sera un cas particulier. Mais ça favorise une fermentation, une putréfaction des protéines dans votre côlon, vous allez voir que ça n'est pas le cas. Et ensuite, sur le transit, alors effectivement, il peut y avoir un temps d'adaptation. Si vous passez d'une alimentation classique ou riche en fibres à une alimentation 100% carnivore, effectivement, il peut y avoir une constipation où il y a effectivement un espèce de bouchon qui se forme, mais généralement qui va plutôt être formé de ce que vous mangiez avant. Donc à la limite, moi, les gens qui veulent passer en carnivore, je leur conseille de faire des lavements dans les premiers temps pour justement évacuer ces premiers bouchons. Et puis une fois que les premiers bouchons seront évacués, encore une fois, vous n'allez pas manger de déchets, c'est-à-dire de fibres. Donc la quasi-majorité de ce que vous allez manger va être complètement absorbé et donc vous allez moins aller à la selle parce que tout simplement il y aura moins de déchets à évacuer, il y aura plus de fibres à évacuer. J'ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne d'une étude australienne qui portait sur la constipation et sur la consommation de fibres. Et le résultat était très intéressant. Ils avaient pris 3 groupes de personnes. Un groupe de personnes. Alors les 3 groupes étaient des personnes chroniquement constipées. Donc le premier groupe de personnes, ils leur ont dit de ne pas changer leur alimentation, de manger la même chose que ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Le deuxième groupe de personnes, on leur a dit de manger plus de fibres. Et le troisième groupe de personnes, on leur a dit de manger 0 fibre. Environ 6 mois plus tard, le résultat était lequel? Le résultat était que les personnes qui n'avaient rien changé à leur alimentation avaient toujours la même constipation. Les personnes qui avaient augmenté les fibres étaient en majorité encore plus constipées. Et les personnes qui avaient consommé 0 fibre, elles n'avaient plus du tout de constipation. Donc voilà, à mettre en perspective avec cette histoire-là. Après, évidemment, l'autre règle d'or, c'est de toujours vous écouter. Donc moi, là, je vous ai donné des conseils si jamais vous voulez passer en alimentation carnivore, entre parenthèses, que je ne conseille pas, sauf cas particulier. De faire quelques lavements, histoire d'évacuer les bouchons qui seront en fait
le reste de ce que vous avez mangé avant de devenir carnivore qui peut stagner du coup, vu que vous aurez plus d'évacuation de fibres, etc. Donc d'enlever les bouchons avec notamment des lavements ou au besoin peut-être boire du sel de Nigari. Bon, après c'est à voir selon les cas. Et dans la majorité des cas, donc après il n'y aura pas de constipation. Encore une fois, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, constipation c'est quoi? C'est quand vous ne pouvez pas aller aux toilettes et que c'est très désagréable. Par contre, si vous mangez carnivore, vous allez bien sûr aller beaucoup moins aux toilettes parce qu'il n'y a pas, comme je disais, les déchets des fibres des aliments végétaux. Mais je n'appelle pas ça constipation si vous allez beaucoup moins aux toilettes, mais que c'est pas désagréable, que vous ne vous sentez pas gonflé, ballonné et avec un besoin d'y aller, mais que vous n'arrivez pas à y aller. D'accord? Donc la plupart des gens qui ont ce genre d'alimentation carnivore vont aller beaucoup moins à la salle, oui, mais ils ne vont pas sentir des symptômes désagréables que l'on pourrait appeler constipation. Alors, on va passer à la suite. Donc là, je dis, parce que là, il nous a dit plusieurs fois que c'est notamment la cuisson qui fait partie des problèmes de la consommation de viande. Donc, quand on cuit la viande, il va y avoir ces composés dont on a parlé tout à l'heure qui sont nocifs. Et donc, je dis, si toute la viande consommée est crue, alors n'est-elle plus nocive pour la santé du côlon ? Et il nous dit, manger exclusivement de la viande crue ne supprime pas nécessairement tous les risques pour la santé du côlon, même si cela réduit certains des effets délétères associés aux cuissons à haute température. Et il nous dit, donc, viande crue versus cuite, quel changement? Moins de composés toxiques formés à haute température, moins de N-nitrosocomposés dont on a parlé tout à l'heure, meilleure préservation des enzymes naturelles, bien évidemment, moins de dénaturation des protéines, tout à fait. Mais la viande crue ne résout pas le problème principal qui est la fermentation protéique dans le côlon, dont on a parlé juste avant. Une fraction des protéines atteint toujours le côlon. Et donc, ça provoque toujours des métabolites toxiques, ammoniac, sulfure d'hydrogène, phénol, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Et il nous précise ici, les graisses animales ne fermentent pas, mais un régime carnivore est souvent riche en graisse. Cela ralentit la vidange gastrique et peut prolonger le transit intestinal, augmentant l'exposition du côlon aux toxines bactériennes. Alors ça se discute parce que justement aujourd'hui, j'ai lu une étude qui nous disait que le péristaltisme du côlon est principalement généré par la consommation de graisse. Donc voilà. Il nous dit encore que ça peut avoir un impact sur le microbiote intestinal même si on mange de la viande crue. Voilà. Bon, hop, je vais pas revenir là-dessus, enfin je vais pas aller dans les détails là-dessus. Et je lui dis, la tribu Maasai, qui traditionnellement consomme beaucoup de produits animaux, bon faites pas attention à mes fautes d'orthographe, c'est que j'écris vite sans me relire. Donc la tribu Maasai qui traditionnellement consomme beaucoup de produits animaux devrait alors être particulièrement touchée par les maladies du côlon. C'est une question intéressante car les Maasai ont effectivement un régime alimentaire très riche en produits animaux, mais ils ne semblent pas souffrir massivement de maladies du côlon comme on pourrait le prédire avec un régime occidental riche en viande. Voici pourquoi. C'est un cas particulier, le régime alimentaire des Maasai. Les Maasai consomment principalement du lait cru, riche en probiotiques et graisses saturées, du sang animal, protéines, fer et micronutriments, de la viande, bœuf, chèvre, mouton, très peu d'aliments végétaux, et là il nous précise, peu ou pas de sucre, céréales raffinées, aliments transformés. Leur régime n'est pas totalement carnivore car ils consomment du lait et du sang, ce qui influence leur santé intestinale. Bon après, si tu dis ça aux personnes qui sont en régime carnivore, petit chat GPT, ils vont te répondre que pour eux, le lait et le sang, c'est carnivore. Hein. Alors, moi je trouve que le lait, c'est encore un type d'aliment à part. Parce que je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'acné, consommer des protéines de lait, ça n'a pas du tout le même effet, notamment sur la libération d'insuline, que consommer des protéines de la viande. Donc effectivement, moi je ne mets pas le lait dans le même sac que les produits animaux de manière générale. Ensuite, pourquoi les Maasai n'ont-ils pas autant de maladies du côlon? Ils ne consomment pas de viande transformée. Voilà, ils ne consomment que de la viande fraîche, sans additifs ni nitrites. Et donc ça réduit le risque de N-nitrosocomposés, connu pour être cancérigène pour le côlon. Leur microbiote intestinal est différent. Des études ont montré que les populations non occidentalisées ont un microbiote intestinal plus diversifié et adapté à leur alimentation. Ils hébergent des bactéries capables de métaboliser efficacement les protéines et les graisses sans produire autant de métabolites toxiques. Les chasseurs-cueilleurs africains ont plus de Prevotella, bactéries adaptées aux fibres, mais les Maasai ont des bactéries qui favorisent la digestion des protéines et des graisses sans inflammation excessive. Ouais, mais ça, voilà, je vous dirais que votre microbiote se fabrique au fur et à mesure de votre vie et de votre alimentation. Et on peut voir que les bactéries dans votre intestin peuvent assez rapidement changer selon votre alimentation. Donc oui, on retrouve
ce genre de bactéries chez les Maasai, mais elles ne sont pas là de base. Alors probablement que si, de manière héréditaire, mais leur régime explique en grande partie pourquoi ils ont ces bactéries-là. Donc il est probable que nous aussi, si on adopte le même mode alimentaire, on finisse par avoir un microbiote qui ressemble à celui des Maasai. Le microbiote des Maasai semble mieux tolérer un régime riche en produits animaux que celui des Occidentaux. Ils consomment des graisses protectrices, notamment du lait cru. Le lait cru qu'ils boivent est riche en acides gras chaîne courte, probiotiques naturels, peptides bioactifs qui ont un effet anti-inflammatoire. Leur consommation de lait cru compense le manque de fibres en nourrissant les bactéries bénéfiques qui produisent du butyrate. Ils ont un mode de vie actif et une exposition minimale aux toxines modernes. Pourquoi la viande est plus problématique en Occident? Dans les sociétés industrialisées, la consommation de viande est souvent associée à d'autres facteurs aggravants. Regardez, ça commence à être intéressant. Viande transformée, riche en nitrites et additifs. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo avec la question que je lui ai posée par rapport aux viandes non transformées qui seraient nocives. Donc là, il nous dit que c'est surtout les viandes transformées riches en nitrites et en additifs qui sont nocives. Les cuissons à haute température, une alimentation pauvre en fibres, probiotiques et micronutriments essentiels. Il va nous donner des détails juste après. Mode de vie sédentaire et exposition à des toxines environnementales. Les Occidentaux n'ont pas l'environnement physiologique des Maasai, ce qui expliquerait pourquoi la viande rouge y est plus associée aux maladies du côlon. Alors c'est intéressant parce qu'on évolue là, on est passé de la viande rouge est extrêmement nocive pour le côlon et je te le démontre par A plus B, blablabla, et puis on en arrive à que en fait la viande rouge elle n'est pas tellement nocive en elle-même, c'est surtout lié à l'environnement. Donc je lui dis alors il suffit que les Occidentaux qui consomment un régime carnivore consomment aussi du lait cru et fassent suffisamment d'activité physique pour ne pas développer des maladies du côlon. C'est une hypothèse intéressante et ajouter du lait cru et de l'activité physique à un régime carnivore pourrait atténuer certains risques, mais cela ne garantit pas totalement l'absence de maladie du côlon. Voici pourquoi. Ajouter du lait cru, une bonne idée mais pas une solution miracle. Pourquoi le lait cru pourrait protéger le côlon? Parce qu'il contient des probiotiques, il est riche en butyrate, il contient des peptides bioactifs, mais tout le monde ne tolère pas le lait cru, alors je suis d'accord avec lui. Beaucoup d'occidentaux sont intolérants au lactose ou sensibles aux protéines du lait. Donc je suis d'accord avec lui, mais comme je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, déjà, voilà, le lait cru pose beaucoup moins de problèmes que le lait pasteurisé. Le lait cru fermenté, comme le kéfir, pose encore moins de problèmes et au contraire est très bénéfique pour la plupart des gens. Et soigner votre intestin peut faire que vous tolériez le lait cru correctement. Donc il nous dit le lait cru n'apporte pas autant de fibres que les végétaux, ça c'est sûr, il n'y a pas de fibres dans le lait cru. Même s'il favorise certaines bactéries bénéfiques, il ne remplace pas totalement le rôle des fibres végétales dans le transit et la production d'acides gras protecteurs. Le microbiote occidental est différent de celui des Maasai. Prendre du lait cru ne suffit pas toujours à reconstruire un microbiote optimisé pour digérer un régime carnivore. Et puis là, il nous dit que l'activité physique, elle est bénéfique parce qu'elle accélère le transit intestinal, elle module favorablement le microbiote intestinal, elle diminue l'inflammation générale et le stress oxydatif. Ah oui, alors ce qui est intéressant ici, dans sa conclusion, il nous dit alors comment adapter un régime carnivore pour minimiser les risques? Si on veut approcher le mode de vie des Maasai et réduire les risques, voici quelques ajustements possibles. Petit 1, consommer du lait cru régulièrement. Petit 2, privilégier des viandes non transformées et des cuissons douces. Petit 3, ajouter des aliments fermentés comme le kéfir. Petit 4, avoir une activité physique suffisante. Petit 5, inclure des sources de collagène et de gélatine. Petit 6, consommer des organes, foie, rognons, moelle, etc. Petit 7, introduire un minimum de fibres solubles. C'est intéressant parce qu'on en arrive à une conclusion qui ressemble beaucoup à ce que je conseille sur ma chaîne. Ensuite, je lui pose la question, même question concernant les Inuits. Les Inuits traditionnels consomment quasiment exclusivement des produits animaux. Sont-ils particulièrement touchés par les maladies du côlon? C'est vrai que quand on y réfléchit, les Maasai traditionnels, les Inuits traditionnels, qui mangent énormément, ou qui mangeaient, puisque on n'arrive plus vraiment à en trouver qui mangeaient comme leurs ancêtres, mais donc ces Inuits et ces Maasai traditionnels, on les imagine mal avoir nos maladies modernes comme le cancer colorectal. Donc voilà, je trouve ma question très marrante par rapport à ça, parce que ça montre encore une fois le fossé qu'on peut trouver entre ce que racontent les études et la réalité. Alors il nous dit, les Inuits traditionnels comme les Maasai consomment presque exclusivement des produits animaux et pourtant ils ne semblent pas souffrir massivement de maladies du côlon. Voici pourquoi. Le régime traditionnel des Inuits, les Inuits consomment principalement viande et poissons crus ou fermentés, graisses animales, foie et organes riches en micronutriments, absence quasi totale de glucides et de fibres végétales, et surtout
pas de sucre raffiné, de céréales, d'huiles industrielles, ni d'aliments transformés. Particularité clé, leur régime est riche en graisses et protéines, mais il diffère du régime carnivore occidental moderne en raison de leur mode de préparation et de leur environnement. Pourquoi les Inuits ne développent-ils pas autant de maladies du côlon? Ils consomment de la viande crue et fermentée. Leur microbiote s'est adapté à la présence de fibres. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le microbiote, oui, il peut s'adapter, mais le vôtre aussi. Ils consomment beaucoup d'oméga 3 et d'antioxydants naturels. C'est vrai qu'avec les poissons crus surtout. Et puis ils nous disent le foie, les organes et la graisse animale contiennent des antioxydants, vitamine E, sélénium, coenzyme Q10, qui protègent contre le stress oxydatif. Les Inuits compensent l'absence de végétaux par des nutriments anti-inflammatoires d'origine animale, absence d'aliments industriels et mode de vie actif. Ils ne consomment pas de sucre ni de céréales raffinées, ce qui réduit l'inflammation et le stress métabolique. Ils ont un mode de vie actif qui favorise le transit intestinal et réduit les risques de stagnation des aliments dans le côlon. Pas d'exposition aux additifs, nitrites et toxines alimentaires industrielles. Leur environnement global est plus protecteur que celui des occidentaux modernes. Je lui dis, tu répètes plusieurs fois que le fait que les Maasai et les Inuits n'aient pas de problème de santé des occidentaux, c'est surtout dû au fait qu'ils ne consomment pas de sucre, de céréales et de produits transformés. Alors, ce qui est réellement problématique pour la santé du côlon et la santé en général, ce n'est pas la viande rouge, c'est surtout le sucre, les céréales et les produits transformés. Et concernant l'hygiène de vie, c'est le manque d'activité physique. Et il me dit oui. Les données suggèrent que le problème principal pour la santé du côlon et la santé en général n'est pas la viande rouge en soi, mais plutôt la combinaison d'une alimentation ultra transformée, riche en sucre, céréales raffinées, additifs, et d'un mode de vie sédentaire. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous embête à lire toute la suite. Avouez que c'est drôle quand même qu'on passe au début où il nous dit que la viande rouge c'est extrêmement nocif pour les raisons blablabla, c'est très nocif pour la santé en particulier du côlon. Et puis, à force de lui mettre le nez dans la réalité, de lui mettre le nez en dehors des études et d'aller voir un peu ce qui se passe dans la réalité en faisant référence à des tribus traditionnelles, eh ben, on en arrive à une conclusion carrément opposée à sa conclusion de départ. Voilà. Pourquoi la viande rouge, je vais quand même vous le lire parce que c'est intéressant, pourquoi la viande rouge est-elle souvent accusée? La viande rouge est souvent associée aux maladies chroniques dans les études épidémiologiques occidentales, mais ça peut être un biais de corrélation. Les Occidentaux qui consomment beaucoup de viande rouge ont souvent un régime pauvre en nutriments, riche en produits transformés et ont un mode de vie sédentaire. Les peuples traditionnels comme les Maasai ou les Inuits mangent beaucoup de viande mais ne consomment pas de sucre ni d'aliments industriels et ils restent très actifs. Ça suggère que la viande rouge devient problématique lorsqu'elle est consommée dans un contexte alimentaire malsain et un mode de vie sédentaire. Voilà, là on est d'accord. Donc à tous les gens qui croient ce qu'ils lisent dans les études et qui le prennent comme parole divine, cette conversation que j'ai eue avec ChatGPT qui utilise lui-même les études vous montre que à partir d'études on peut voir certaines choses, mais si on les met dans d'autres contextes, comme il le dit ici, on peut arriver à des résultats complètement différents. Donc je me répète, s'appuyer sur les études scientifiques, oui, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas pour trouver la vérité, ou en tout cas pour s'en approcher au maximum. D'accord? Et c'est pour ça que j'utilise, oui, les études, j'utilise aussi la sagesse ancestrale, je parle souvent de Weston Price qui a visité les tribus ancestrales au début du XXe siècle pour observer leur alimentation, leurs maladies, etc. J'utilise mon expérience personnelle, ce qui marche pour moi, ce que je vois qui marche pour les gens autour de moi, et puis j'utilise le bon sens. Encore une fois, qu'est-ce qui m'a fait poser ces questions à ChatGPT? C'est le bon sens. C'est un mélange de tout ça en fait. Les Maasai, les Inuits, qui sont des peuples qui traditionnellement mangent énormément de produits animaux, il me semble pas qu'ils mouraient comme des mouches de maladies du côlon, mais parce que c'était pas le cas. Les peuples traditionnels comme les Maasai ou les Inuits mangent beaucoup de viande mais ne consomment pas de sucre ni d'aliments industriels et ils restent très actifs. Voilà. Ce qui est réellement problématique pour la santé du côlon et la santé en général. Donc là, on en arrive à un accord. Là, je suis d'accord avec ChatGPT. Le sucre, en numéro 1, ce qui est réellement problématique pour la santé, le sucre et les glucides raffinés. Ils favorisent la croissance de bactéries pathogènes dans le microbiote intestinal. Et là, c'est rigolo parce qu'on en arrive à la question de tout à l'heure, qu'apparemment il nous disait que c'était la consommation de viande qui provoquait la dysbiose. Mais non, je suis désolée, c'est pas vrai. C'est la consommation excessive de produits transformés et de sucre qui provoque des dysbioses intestinales. Donc le sucre et les glucides raffinés augmentent l'inflammation intestinale liée aux maladies du côlon, favorisent l'insulinorésistance et l'obésité qui sont des facteurs de risque du cancer colorectal.
Petit 2, les aliments ultra transformés, ils contiennent des additifs qui perturbent la flore intestinale et augmentent l'inflammation. Ils sont souvent pauvres en nutriments et fibres protectrices. Ils augmentent la production de composés cancérigènes. Numéro 3, le manque d'activité physique. Ça réduit le transit intestinal. Ça augmente l'inflammation systémique et le risque de maladies chroniques. Ça diminue l'insensibilité à l'insuline, favorisant l'obésité et les déséquilibres métaboliques. Les peuples comme les Maasai Inuits sont actifs et ne consomment pas ces aliments problématiques, ce qui pourrait expliquer leur bonne santé intestinale malgré leur forte consommation de produits animaux. Donc, la viande rouge est-elle réellement un problème ? Oui, si elle est consommée dans un contexte occidental moderne, c'est-à-dire de la viande industrielle transformée, une cuisson excessive. Si elle est associée à une alimentation riche en sucre, céréales raffinées et pauvre en micronutriments, et s'il y a un mode de vie sédentaire. La viande rouge est-elle réellement un problème ? Non, si elle est consommée dans un mode de vie sain. Viande de qualité, consommée crue, peu cuite ou fermentée pour éviter les toxines de cuisson. Là, je rejoins les primales. J'ai fait plusieurs vidéos avec des personnes qui suivent l'alimentation primale où le principe principal, c'est de consommer tout cru. Donc les produits animaux crus et tout le reste cru. Je suis à 100% d'accord avec ça. Alors je suis à 100% d'accord avec le principe de tout consommer cru. Après, il y a certains points de la primale où je ne suis pas en accord avec ça. Après, moi, personnellement, je ne fais pas l'alimentation primale parce que malheureusement, j'ai grandi comme vous dans cette société-là où on n'a pas été habitué à manger de la viande crue. Donc j'en mange de temps en temps. Quand j'en mange, je sens que c'est hyper bon pour la santé, que ça passe tout seul. On ne sent pas de digestion. C'est... Vraiment, la viande crue, on le sent dans notre corps quand on en mange, que c'est parfait. Mais au niveau du goût, voilà, j'en mange de temps en temps, mais au niveau du goût, je préfère malheureusement quand elle est cuite. Mais je suis d'accord que la viande cuite pose des problèmes, provoque des toxines quand on la consomme. La viande est consommée dans un mode de sain, donc c'est pas dans un mode de vie sain, c'est pas un problème si c'est une viande de qualité. Si elle est consommée crue, si elle est complétée par des graisses saines, oméga 3. Petite parenthèse, où est-ce qu'on trouve des oméga 3 dans les produits animaux, dans les poissons gras, ça c'est bien connu, mais aussi beaucoup dans la cervelle, manger de la cervelle régulièrement, c'est pareil. En fait, là, on en arrive à la conclusion de ce que je conseille à tout le monde, que vous voyez dans toutes mes vidéos. Je conseille de consommer des abats régulièrement, foie, rognon, cervelle, voilà, des abats, quand vous pouvez en consommer, bien sûr d'animaux de qualité, idéalement d'animaux sauvages que vous aurez chassés par exemple, ou au moins d'animaux bio. Je vous conseille de consommer du gras animal, mais pas en excès, mais aussi du gras végétal comme de l'huile d'olive par exemple ou de l'huile de coco. Je vous conseille de consommer des légumes cuits, principalement s'il y a des problèmes d'irritation intestinale, crus s'ils passent bien chez vous, mais attention, pas en excès non plus. Voilà, en fait, c'est juste du bon sens. Vous consommez non transformé, vous consommez varié, voilà, des bouillons aussi, comme je disais, j'ai beaucoup de vidéos là-dessus. Vous consommez toutes les parties de l'animal, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, et une alimentation variée mais non transformée et naturelle au possible. Vous faites de l'activité physique et vous n'aurez pas de problème. Et donc j'aime bien sa conclusion ici, ce n'est donc pas la viande rouge en elle-même qui est nocive, mais son interaction avec un mode de vie et un régime alimentaire inadapté. Et donc c'est quoi ? C'est comme on disait, manque d'activité physique, aliments ultra transformés, sucre et glucides raffinés. La santé, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas midi à 14h. N'allez pas vous perdre dans des millions de détails, dans plein d'études. La conclusion, c'est celle-là. D'accord ? Faites de l'activité physique, mangez naturel, évitez le sucre, les glucides raffinés, les aliments transformés et vous serez en bonne santé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a rassuré si vous aviez encore peur de manger de la viande rouge. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, salut!